Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony Gonnet-Van Porte et vous êtes sur le podcast de No Limit. Aujourd'hui, je suis avec Agnès Roussan-Mourier, qui est ma mentor depuis maintenant plus de 12 ans dans l'intégralité de mon parcours. Avec elle, nous allons parler de comment elle fédère les plus grands décideurs des entreprises, comment elle accompagne également les équipes en introduisant des notions de management et de coaching. Nous évoquerons aussi comment vous pouvez créer un climat de confiance avec une personne que vous ne connaissez pas. Nous évoquerons également comment analyser le non-verbal. Nous parlerons aussi de comment vous pouvez repérer les talents pour les faire exploser, mais aussi utiliser la posture méta pour apprendre à se taire et gérer des situations critiques. Et tout ça n'est qu'une infime petite partie des nombreuses surprises que nous réserve ce podcast. N'oubliez pas que le groupe Telegram est toujours ouvert et que vous pouvez nous rejoindre en vous rendant sur le site internet nolimitinc.com. Il est dédié à tous les entrepreneurs qui veulent démarrer ou lancer une activité sur internet et il vous permettra de trouver toutes les clés nécessaires pour le faire correctement. Sans plus attendre, allons-y. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis avec Agnès Roussan-Mourier. Bonjour à tous. Bonjour Anthony. Bonjour Agnès. Alors Agnès, ça me fait déjà super plaisir de vous voir puisqu'on en a discuté auparavant. On se vous voit depuis quand même déjà pas mal de temps aussi. On va rester comme ça pour le podcast aussi si vous voulez. Comme ça, on va pas déroger à la règle. 15 ans qu'on se connaît, je crois, de mémoire à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Agnès, déjà, ça fait 10 ans, 15 ans, depuis le BTS qu'on se connaît. Je crois pas avant. Hein. Oui, tout à fait. C'est ça. Hein. Oui. Donc depuis le BTS, et en fait Agnès est un peu mon mentor, voire même carrément mon mentor sur le côté management, évolution et développement personnel. Et c'est une des personnes qui m'a suivi tout au long de mon parcours. Et pour moi, ça faisait sens de l'interviewer aujourd'hui parce que, à mon sens, encore une fois, elle fédère des esprits talentueux. Alors, je sais pas si on gardera ça pour le podcast, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand je vois tout ce qu'elle fait. Donc, Agnès, est-ce que après cette petite introduction, vous pouvez présenter un peu ce que vous faites dans votre vie, votre métier, vos activités, vos voyages, vos passions, voilà. Vaste sujet. Alors, mon métier actuel, je suis formatrice, consultante et coach. Spécialisée dans le domaine du management. Ça veut donc dire que je vais accompagner soit au niveau personnel des personnes qui ont l'envie de se développer, qui peuvent être en reconversion, qui ont des difficultés à se comprendre, soit dans les entreprises, des managers qui souhaitent là aussi fédérer des équipes ou qui sont dans des prises de poste et qui auraient des problématiques de positionnement. Alors, c'est un métier qui me tient à cœur. J'interviens énormément dans toute typologie d'entreprise avec une forme de sensibilité pour les entreprises industrielles, pour une raison assez simple, c'est que mon métier à la base, j'ai une formation de maître artisan en couture, donc tout ce qui va être la production liée à la main, c'est quelque chose qui fait sens pour moi et qui est vraiment extrêmement important. Donc, accompagner ces personnes qui vont faire des productions de leurs mains et qui font également marcher leur tête et qui, dans certains cas, vont avoir vraiment des difficultés à se positionner dans une structure d'entreprise, dans une hiérarchie et puis en interaction avec les uns et les autres. Donc ça, c'est mon métier. Il s'avère que j'ai la particularité aussi d'attirer à moi des profils que je vais qualifier de profils atypiques. Alors des profils comme vous, Anthony, esprit talentueux, personnes qui n'ont pas l'habitude l'habitude courante entre guillemets de réfléchir, de travailler, de penser, d'agir. Ce sont des personnes qui, à un moment de leur vie, vont pouvoir se sentir mal parce que stigmatisées. Et parfois des hasards. Et puis maintenant, parce que je suis un petit peu connue pour ce genre de choses, eh bien, ce sont des personnes qui vont me solliciter, soit pour des thématiques très particulières, comment communiquer mieux, comment interagir avec mes équipes, ou même au niveau personnel, ou tout simplement comment me comprendre davantage, comment m'accepter. On est vraiment dans cette thématique. Donc voilà quel est mon métier actuel. Ok. Alors pour remonter dans le temps, on s'est rencontrés la toute première fois parce que ça m'est revenu sur les cours que j'avais quand j'étais à Saint-Étienne. Et à l'époque, on était en plein enseignement, je crois, de management, de gestion de projet. Et il y a une autre aussi, je sais plus exactement lequel. Mais du coup, Agnès, en fait, on s'est rencontrés à ce moment-là parce que moi, je devais réaliser en fait
on va dire un rapport sur l'entreprise pour la faire évoluer, trouver des clés dans lesquelles on pouvait faire avancer l'entreprise enfin, je sais pas, par exemple en mettant le numérique au cœur de son activité ou en l'installant durablement sur Internet ou le e-commerce. Et du coup, Agnès, en fait, notre rencontre s'est fait à ce moment-là. Et moi, le courant est tout de suite passé parce que Agnès, elle dégage un sentiment. Enfin, quand vous travaillez avec Agnès ou que vous échangez avec elle, vous avez cette sensation que vous êtes considéré. Et dans les rares discussions que j'ai avec les gens en général, il y a souvent cette part où on n'a pas l'impression de compter vraiment pour la discussion et qu'on est juste là à avoir des échanges. Mais là, dans le tout premier échange que j'avais, c'était ça qui m'avait marqué. Je me suis senti considéré et écouté ou entendu, peut-être même pour corriger. Et du coup, Agnès, tout a commencé à ce moment-là. Et vous, à l'époque, vous le disiez juste avant, vous travailliez dans la lingerie auparavant. C'était votre première activité, c'est ça? Alors, maître artisan, ça veut dire que je fabriquais des vêtements. Et ensuite, effectivement, j'avais un commerce à l'époque et j'étais dans la lingerie. Donc, j'ai eu le deuxième magasin de lingerie de Saint-Étienne. C'est une activité où je peux dire maintenant a posteriori que j'ai vraiment compris ce qu'était la relation humaine, puisqu'on ne peut pas aborder la personne sans tact et sans respect. Là, on touche au domaine de l'intime qui est lié au corps, mais également à tout ce qui va être la perception, le ressenti, les sentiments. Et pour aborder une personne vraiment dans son intimité, il faut s'approcher avec beaucoup, beaucoup de respect. Et c'est quelque chose qui, a posteriori, m'a réellement construite. Mais tout ça, je l'ai compris bien après, puisque c'est l'époque où j'ai arrêté ce point de vente à 40 ans. J'en ai maintenant bientôt 60. Mais c'est quelque chose où cette notion de considération que vous évoquez est importante pour moi, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte la personne dans un contexte donné, dans une situation donnée, et on la prend pleine et entière, c'est-à-dire avec son histoire, avec ses fractures, avec ses richesses, avec ses ressources. Donc cette notion de considération pour moi est extrêmement importante. Il y a la notion de entendre, écouter, comprendre, tout du moins essayer de comprendre. Et l'homme avec un grand H est par essence, comment dirais-je, multiple. Et puis il va être très complexe, parfois étranger à lui-même. Donc l'idée est là, c'est d'arriver à servir de miroir. Et pour pouvoir servir de miroir et pour pouvoir travailler avec les personnes, c'est vraiment créer le climat de confiance. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu galvaudé. Pour moi, c'est vraiment travailler en pleine confiance avec la personne. Il arrive très régulièrement qu'on me dise en séance, vous savez ce que je vous dis là, je ne l'ai jamais dit à personne. Vous êtes la personne qui savait le plus de choses sur moi. Ça veut donc dire que il y a cette notion de création de lien qui fait qu'à un moment, la personne va accepter de s'ouvrir, voire même dans la relation, eh bien, la personne va même se révéler à elle-même. Hein. C'est ce que me disait un client en début de semaine. Il me disait, mais finalement, vous venez de créer la rencontre avec moi-même. Et je dirais que ce sont des moments qui vont rester et qui sont des moments extrêmement fabuleux. Voilà. Je peux d'ailleurs remercier tous ceux qui m'ont construite, parce que si je fais le métier tel que je le fais aujourd'hui, c'est grâce aussi aux rencontres. Alors des rencontres comme vous, Anthony, mais je pourrais citer dernièrement une rencontre avec un monsieur que j'ai en mémoire, des personnes qui vont à un moment me pousser dans les retranchements, me pousser dans la recherche, parce que ce sont des thèmes que je n'ai pas abordés. Ils abordent des questions ou des modes de fonctionnement que je ne connais pas et qui vont me pousser effectivement à aller faire des recherches et me pousser hors de ma zone de confort. Voilà. Donc merci à eux, parce que ce sont toutes ces personnes-là qui ont fait le coach que je suis aujourd'hui. C'est fou parce que j'avais la question pourquoi le management juste après. Alors, j'ai pas envoyé de briefing à Agnès, hein, c'est vraiment pour une fois c'est 100% comme ça. La question du coup c'était pourquoi le management, mais en fait on sent que c'est le côté aussi d'aider les gens dans leur propre développement. Et du coup ça s'inscrit dans ce que vous faites aussi, donc c'est du coaching. Vous faites du coaching et du management. Est-ce que pour les personnes qui nous entendent, vous pouvez juste faire une explication de la séparation entre les deux? Parce que
C'est peut-être pas forcément très bien connu. Alors, c'est pas très bien connu. Le coaching est du développement personnel. Donc, la particularité du coach, c'est qu'il n'est ni formateur ni consultant. Et la posture du coach, c'est vraiment la posture de celui qui ne sait pas et qui va, par son questionnement, mais c'est là toute la richesse du coach, amener la personne à formuler la solution et les idées pour pouvoir avancer sur un objectif qu'elle s'est déterminé. La formation, c'est quelque chose de complètement différent. On va avoir un programme de formation qui va toucher une thématique aussi, qui est particulière, et dans lequel on pourra avoir à la fois des côtés théoriques. Je vous donne un exemple, comment faire un entretien professionnel. Donc là, il va y avoir un déroulé. Donc on pourra amener des éléments théoriques et puis faire des mises en situation. Alors la particularité du coach que je suis, c'est que je rapatrie des outils du coaching en formation et je fais de plus en plus en formation ce que l'on appelle du retour d'expérience ou d'analyse de la pratique, puisque la plupart des personnes avec lesquelles je travaille ont une expérience dans le management plus ou moins importante et ils vont apporter des situations que je vais débriefer et c'est par l'intermédiaire de mon questionnement que je vais comprendre le contexte de la situation et les amener à formaliser leur propre solution. Alors dans certains cas, on va utiliser un petit peu les deux outils, c'est-à-dire qu'en coaching, à la fin d'un process de coaching, je pourrais cette fois-ci pouvoir donner un support de formation, mais en faisant bien la différence, puisque là on est sur une phase différente. La position d'ailleurs et la posture est tout à fait différente. Et puis en formation, je pourrais rentrer dans le questionnement du coach pour pouvoir comprendre ce qu'on appelle le paradigme de la personne et pour comprendre comment la personne perçoit le monde. Voilà. Et comment elle le perçoit et comment elle travaille avec, c'est ça? Voilà, comment elle le perçoit et comment elle interagit avec le monde. Voilà. Et comment elle va elle-même s'approprier les différentes données, les différentes interactions avec l'environnement. Comment elle se positionne par rapport à tout ça. Ok. Alors je sais que la plupart des personnes que vous accompagnez aujourd'hui surperforment. Je pense que c'est pas un faible mot pour le dire. Et après tout ce temps, je suis quand même content de pouvoir vous envoyer des fleurs comme ça face à tout le monde hors LinkedIn pour une fois. Mais je sais que la plupart des personnes que vous accompagnez surperforment par rapport à leurs résultats et leurs objectifs. Moi, j'avais une question qu'on en a parlé vite fait en off, mais comment vous faites pour repérer du potentiel chez des gens, du talent, et que vous arrivez à fédérer tout ça, enfin, à le fédérer, à l'englober, on va dire, pour trouver la meilleure façon de le développer ensuite, mais de faire comprendre à cette personne qu'il faut que ça vienne d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Pas que l'idée vienne de lui, en fait. Alors déjà, il y a une forme de particularité, mais que vous m'avez aidé vous-même à découvrir. C'est que souvent un esprit talentueux, que certains appelleront profil atypique, multipotentiel, etc., de façon générale, il n'interagit pas d'une façon que je vais qualifier de standard avec son environnement. Donc à l'époque, il faut remonter une dizaine d'années en arrière, je trouvais ça bizarre. Je me disais tiens, voilà, et l'idée c'était plutôt interrogatif en me disant mais qu'est-ce qui est en train de se passer, tu comprends pas. Aujourd'hui, j'ai simplement compris que c'était des personnes qui avaient des façons particulières de parler, de penser, d'interagir. Et dans la mesure où je me positionne dans cette posture qui est à la fois la posture d'écoute, dans lequel la personne va se sentir accueillie, dans un espace dans lequel elle pourra parler, je vais pouvoir effectivement repérer que la personne, elle interagit pas de la même façon. Ça veut donc dire que cette interaction différente va m'alerter, entre guillemets, en me disant, bon, là, c'est quelqu'un qui fonctionne, il y a quelqu'un qui fonctionne de façon un peu différente. En général, on va rencontrer pratiquement toujours la même chose. Les personnes ne se connaissant pas et ayant été confrontées à des standards, souvent les personnes vous disent mais je me demande si je ne suis pas fou, folle. Je me demande si il faut pas que j'aille me faire soigner, entre guillemets, faisant référence à un trouble psychologique quelconque. Alors, je ne connais rien au trouble psychologique, c'est absolument pas mon métier, mais souvent c'est quelque chose, c'est un marqueur. Et à ce moment-là, je pose la question à la personne comment vous réfléchissez. Voilà, citez-moi un cas
Le dernier cas qui vous soit arrivé, là, il y a 1 heure, vous avez pris une décision, tout simplement peut-être de venir au rendez-vous. Comment vous avez été dans une situation, comment est-ce que vous avez interagi, comment est-ce que vous avez réfléchi? Et la plupart du temps ici, j'ai tout de suite ma réponse en me disant: «Cette personne-là, elle fait partie de ce que j'appelle des esprits talentueux, profils atypiques, etc.» Donc à partir de ce moment-là, mon idée principale, c'est de rassurer la personne en disant vous ne travaillez pas et vous n'êtes pas comme les standards. Donc on est réellement ici sur de la sécurisation, réassurance, et en disant mais vous avez une réelle place dans la société, vous avez une réelle place dans l'entreprise, vous avez une place dans la salle de formation, etc. Euh, Ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver votre place. Je vais vous aider à trouver votre place, bien modestement, mais par cette notion de questionnement, trouvons votre place. Et une des premières choses qui est vraiment extrêmement intéressante, c'est de faire travailler sur ce que ces gens ont de différent, mais que parfois ils n'identifient pas, qu'ils voient comme étant plutôt quelque chose de négatif. Par exemple, des pensées qui surgissent comme ça, euh, des, des côtés hyper affectifs, un émotionnel peu mesuré, qu'on leur a souvent ramené comme étant des choses tout à fait négatives et qu'ils essayent plutôt de camoufler ou de mettre dans un bocal, etc. Faut pas que ça se voit. On essaye d'être conforme à quelque chose. Et moi, je leur dis, dans quel cas vous pourriez le servir et vous pourriez vous en servir, et dans quel cas, dans quelle situation, à des moments, cette chose-là a pu vous être utile. Et c'est comme ça qu'on va avoir des personnes qui disent, mais finalement, moi je me rends compte, mais je travaille qu'à l'intuition, et heureusement, dans telle situation, mon intuition m'a permis de. Et tout à coup, on commence à sortir de ce côté négatif, et la personne va se réconcilier avec elle-même, va accepter. La phase d'acceptation est une phase très importante pour ces personnes-là. La personne va vous dire à un moment, mais en fait, mais je suis quelqu'un de bien. Et alors, à ce moment-là, vous avez vraiment quelque chose qui se passe. Alors, ça pourra se traduire avec un vocabulaire un peu différent, mais on sent vraiment une sorte de soulagement, une sorte de réelle réconciliation de la personne avec elle-même, une réconciliation avec ce que moi j'appelle l'être profond de cette personne. Et à partir de ce moment-là, la réconciliation étant faite, eh bien, on est dans une phase d'acceptation où la personne va s'accepter en tant que telle, en se disant, mais finalement, effectivement, je ne réagis pas de la même façon que les autres, mais puisque dans tel cas, ma réaction était positive, donc je dois avoir plein d'autres choses. Voilà. Et tout à coup, la personne entre dans une autre sphère. Alors, ce que je vous fais là est assez raccourci, mais ça peut être un processus de 3, 6 séances. La personne va rentrer dans un autre process en s'observant et en se disant, mais mon mode de fonctionnement, comment est-ce que je peux le mettre à profit plutôt que d'essayer de le camoufler? Et là, on est dans l'acquisition vraiment de quelque chose de beaucoup plus positif, qui fait que la personne, tout à coup, va se développer et ne va plus se mettre de limites, nos limites, hein, ça vous dit quelque chose. Donc, elle va, elle va déployer. Pour moi, c'est un réel déploiement de talent. Ok. Voilà. En fait, c'est parfait parce que c'est une belle perche. Je sais que les premières compétences, pour revenir sur ce côté-là, moi, les premières compétences que j'ai acquises, je sais que j'ai eu des cours aussi avec vous qui étaient liés à l'analyse non verbale. C'était des cours qui étaient juste extrêmement puissants parce que dans la communication du corps, on oublie souvent qu'il y a aussi la communication de l'esprit. Et en fait, aujourd'hui, les cours que j'ai eus avec Agnès sur cette partie-là me servent absolument tous les jours. Et on a tendance à oublier ce genre de choses, mais l'analyse non verbale, utilisée maladroitement, peut devenir facilement une arme quand elle est censée servir une relation commerciale. Et je sais que aujourd'hui, par exemple, quand je discute avec des personnes, je fais énormément attention à la posture, aux différents éléments qui sortent de sa bouche, ses mimiques et ce genre de choses. Et on est même capable de détecter des mensonges plutôt assez facilement quand on a l'esprit aiguisé. Ça fait partie des compétences aussi que vous m'aviez enseignées. Et la deuxième aussi compétence que vous m'avez enseignée et sur laquelle j'aimerais juste qu'on revienne, c'est d'avoir la position méta. Donc, je sais que vous êtes une grande fervente de ça, mais justement, si on peut revenir sur ça, moi, je sais que la position méta, vous en parlerez mieux que moi, mais moi, je l'utilise souvent quand, voilà,
malgré tout ce qu'on peut laisser transposer sur les réseaux sociaux ou de manière générale, on reste des êtres humains avec des émotions et tout ça, et on les gère de façon différente, chacun de notre façon. Et la position méta, ça vous permet en fait de vous mettre en recul, en retrait par rapport à votre vous. Dit comme ça fait vraiment rêver, mais quand vous arrivez à comprendre comment ça fonctionne, et Agnès va justement compléter, ça devient assez puissant parce que c'est un peu sur le même principe que de la méditation. Vous êtes capable de voir là où il y a un problème, simplement de le regarder sans le juger et de pouvoir intervenir dessus. Alors après, Agnès, je vous laisse la main pour compléter parce que moi j'ai hâte de voir ça. La métaposition, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. La métaposition, c'est la véritable posture de recul. C'est aussi, on pourrait le traduire d'une façon différente, c'est prendre de la hauteur. C'est ce qu'on pourrait appeler en coaching la position de l'aigle. Donc, si je reste sur une position avec une faible hauteur, la hauteur d'un moineau, et j'aime beaucoup les petits oiseaux et les moineaux, mais j'aurais quelques kilomètres de hauteur. Par contre, dans la position de l'aigle, alors là, je vais monter dans des sommets, et en montant sur ces sommets, je vais avoir une vision qui va être une vision beaucoup plus transverse. Donc c'est ça, la métaposition, c'est prendre de la hauteur. Et la métaposition, c'est également une deuxième chose, c'est je suis en train de faire quelque chose et je suis témoin moi-même de ce que je suis en train de faire. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est assez proche de la méditation dans certains cas, c'est-à-dire que je prends cette posture de recul en analysant moi-même ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de vous parler, mais donc en même temps que je parle, eh bien, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de passer beaucoup d'informations, mais je suis en train de parler, de valoriser la relation que j'ai avec vous-même. Donc, je suis en train de faire plein de choses et en même temps, je suis dans une forme de position méta. Donc, la métaposition, pour moi, était quelque chose de très important. En management, c'est assez compliqué à l'obtenir, et notamment, il m'arrive encore de former des jeunes. Et dans certains cas, quand ils ne comprennent pas cette position, ça m'est arrivé et ça a fait rire par 2 fois le groupe et ça les a beaucoup marqués. Je les ai fait monter sur la table. Voilà. Alors, en vérifiant évidemment toutes les notions de sécurité, etc. Mais en ayant vraiment Je peux juste te couper, Oui. juste pour rajouter que il y a quelque chose aussi qui est absolument fou dans toutes les sessions de coaching ou les sessions de cours qu'on a ensemble, c'est que c'est pas des cours où vous restez assis simple spectateur, c'est que comme vous le disiez, il nous arrive régulièrement, soit quand on avait l'occasion de se voir, j'entends, mais de devoir monter sur des tables, de devoir faire des actions en étant allongé par terre, tout ça dans un contexte pédagogique pour apprendre à se connaître soi et évoluer. Donc, du coup, c'était juste pour compléter. Oui, et vous avez tout à fait raison. Et en fait, effectivement, d'abord, ça marque les gens. Et puis surtout, là, je travaille un peu dans ces sessions-là avec parfois une approche coaching ici, en disant, quand vous êtes assis sur votre chaise, qu'est-ce que vous voyez? Si vous montez sur votre table, qu'est-ce que vous voyez, quoi? Tout à coup, les gens prennent conscience que le regard devient tout à fait différent. Donc effectivement, ça, c'est vraiment quelque chose auquel non seulement je tiens, mais que je vais beaucoup aborder, parce que souvent, ça va créer le fait de ne pas prendre de recul, le fait de ne pas être dans cette métaposition va créer un problème de posture réellement managériale, tout simplement parce que la personne va être dans ce que j'appelle moi de la réactance, donc elle va réagir, voire surréagir, et elle ne va pas apporter de réponse. La réponse, c'est quelque chose, dans certains cas, je prends vraiment du recul, je prends le temps de réfléchir. Donc, il y a vraiment pour moi une notion qui est une notion différente. Alors, ce que j'ai développé également beaucoup en dehors de la métaposition, j'utilise beaucoup dans mes à la fois formations et dans mes coachings, des approches métaphoriques et par analogie. C'est-à-dire que lorsque je veux faire passer des messages et que les personnes ne comprennent pas, je vais aller dans leur domaine qui va être entre guillemets leur domaine personnel en disant mais qu'est-ce que vous faites? Donc, je vous donne un exemple. Imaginons quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi appliquer une procédure. Elle comprend pas, on est sur un point bloquant. Et là, je demande à la personne, qu'est-ce que vous faites? Imaginons la personne me dit, écoutez, moi je fais de la cuisine, et je vais lui demander comment elle fait de la cuisine, et la personne va m'annoncer tout ce qu'il me faut. Elle va me dire, moi, dans ma cuisine, il me faut une recette que je vais suivre à la lettre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette recette? Il y a du grammage, il y a des tours de main, il y a etc.
Donc, en laissant parler la personne va me donner tout ce que j'ai besoin, tout ce dont on a besoin pour pouvoir ici ouvrir le champ des possibles. Donc, je lui dis, mais si vous savez faire une recette et si vous l'appliquez, est-ce que votre plat est réussi? Ah, bien sûr, madame. Mais s'il n'y a pas ça, le plat, il n'est pas à la hauteur des attentes. Si vous suivez la recette, ça veut donc dire que vous êtes en capacité, par exemple, de suivre un processus. Donc, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup par analogie avec des résultats comme ça ou des métaphores. Travailler beaucoup sur les mots. On parlait de l'écoute tout à l'heure. Il y a une phrase que l'écoute j'aime. active. Alors, l'écoute, la fameuse écoute active. Et moi, je dis, en management, il faut apprendre à se taire. Et j'utilise une phrase que je marque régulièrement. La phrase, c'est « tais-toi, tais-toi ». C'est-à-dire tais-toi quand tu te tais. Ça veut dire que tu laisses l'espace à l'autre. Donc, tu laisses à l'autre l'espace pour qu'il soit lui-même. Donc, je vais utiliser beaucoup de phrases comme ça, des analogies qui vont marquer les choses. Et de plus en plus en formation, je le fais. Une autre phrase et qui débloque beaucoup d'éléments, c'est les évidences des uns sont les ignorances des autres, pour faire comprendre que moi, et notamment ça c'est valable pour les experts, quand je maîtrise très bien un métier, je pense que tout le monde a le même degré de maîtrise que moi. Et par contre, j'ai oublié d'expliquer ce que j'étais en train de faire, tout simplement. Donc, je vais utiliser métaposition, métaphore, analogie dans de nombreux accompagnements. Et c'est vraiment des outils que je maîtrise et que j'aime utiliser d'ailleurs. Et du coup, la fameuse phrase apprendre à se taire, en commerce, on l'utilise aussi parce que des fois, moi, c'est un des piliers que j'utilise, que lorsqu'un prospect a un besoin ou un problème fondamental, la plupart du temps, le prospect, il va suffire de le laisser parler. Il va vous donner toutes les réponses que vous avez simplement à entendre pour pouvoir ensuite lui faire une proposition qu'il acceptera. Et aujourd'hui, je pense que c'est une compétence qui est quand même assez importante parce que quand on est capable d'écouter quelqu'un et de répondre précisément à ses objectifs sur le marché du travail, on a une valeur qui est non fongible à mon avis. Et derrière, on peut avoir beaucoup de personnes qui ont envie de travailler avec nous parce que on a cette capacité d'écoute, on a cette capacité de savoir se taire pour mieux entendre. Donc ça, c'est clair, c'est clair. Moi, j'avais une question sur l'intuition aussi. Est-ce que pour fédérer des personnes, que ce soit dans un groupe ou ce genre de choses, est-ce que l'intuition, elle intervient aussi? Vous évoquiez l'intuition, effectivement, c'est un élément qui est fondamental. D'une part, il me permet de détecter ces fameux esprits talentueux dont vous parliez tout à l'heure. Mais il y a un deuxième élément, c'est lorsque effectivement vous êtes dans la posture où je me tais, où je suis dans cette posture de me taire et d'écouter l'autre. Je vais être donc centrée sur l'autre. Et en étant centrée sur l'autre, eh bien, je vais avoir tout ce qu'on appelle les registres sensoriels qui vont se mettre en marche. Et les registres sensoriels sont de véritables capteurs qui vont me permettre ici parfois d'avoir des intuitions et de dire, tiens, là, la personne a dit un mot qui pourrait être un mot tout à fait classique. Le mot n'a rien de particulier. Simplement, la façon dont il est dit, simplement les micro-gestes du visage, etc., me font dire que là, il y a quelque chose sur lequel il faut que j'aille me positionner. Et puis, il m'arrive parfois également d'avoir des mots qui me viennent comme ça. Et parfois, je vais les soumettre en disant, est-ce que je peux me permettre de ce que vous êtes en train de me dire me fait penser à quelque chose. Est-ce que je peux me permettre de vous le dire et pour pouvoir annoncer le mot au client? Et souvent, ce mot-là va faire mouche. Donc, effectivement, oui, l'intuition est un élément fondamental. Ok. Est-ce que vous avez une anecdote sur un travail de groupe? Alors, il n'y a aucun nom ou quelque chose comme ça, mais est-ce que vous avez une anecdote sur une situation un peu rocambolesque ou quelque chose comme ça? Ça peut même remonter très loin, mais... Alors là, c'est... dit comme ça, c'est la colle. Voilà. C'est la colle, ok. Dit comme ça, c'est la colle. Voilà. Peut-être que ça viendra tout à l'heure. Oh ouais, non, pas de souci. Moi, j'avais d'autres questions. Aujourd'hui, donc il y a le coronavirus à l'heure où on enregistre ce podcast, et je sais que forcément, c'était pas quelque chose que vous utilisiez auparavant, tout ce qui est
les rooms en ligne, les Zoom, les Skype et tout, et on en a vaguement évoqué tout à l'heure les proportions. Est-ce que c'est des choses qui aujourd'hui, pour quand même développer des équipes ou des contacts avec les gens, ça vous freine dans votre façon de faire parce que vous avez besoin d'avoir quand même cette fameuse proximité, ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez facile? Alors, moi, comment dirais-je, au niveau du numérique, j'ai très vite compris l'intérêt du numérique. Par contre, c'est pas ma compétence. Donc, très vite, je me suis fait accompagner par l'intermédiaire de mon site web, etc., par des gens qui sont compétents. On peut les citer si vous voulez, il y a pas de souci. Donc, je me fais accompagner par les Veilleurs du Net, LV Group. Et pour moi, donc ils font un travail qui est tout à fait remarquable pour pouvoir positionner les articles et pouvoir montrer la visibilité. Donc je me suis très vite fait accompagner par des gens comme ça, parce que ma compétence n'est pas là et inutile de perdre du temps. Donc très vite, je me suis rendu compte que le numérique était incontournable dans mon métier. Et puis, je m'en occupais relativement peu sur les animations de sessions à distance. Cependant, très vite, lorsqu'est arrivé le confinement, je me suis positionnée. Pour vous donner une idée, date du confinement, donc troisième semaine du mois de mars. Quand on a démarré le confinement, il y avait très longtemps que je n'avais pas utilisé Skype, et aujourd'hui, je suis en capacité d'utiliser 6 plateformes sur lesquelles je vais pouvoir interagir. Donc il y a une certaine adaptabilité donc aussi. Il y a une adaptabilité extrêmement forte. Alors déjà, les interlocuteurs en face et les gens qui sont dans le back-office ont fait un gros travail de vulgarisation et d'accompagnement. Et puis ensuite, finalement, on se rend compte que c'est surtout non pas une habitude, tout simplement, c'est une habitude qui est nouvelle. Alors, ça va être gênant dans certains accompagnements, dans lesquels effectivement l'approche sur l'intuition va être importante, parce que la proximité fait que vous allez ressentir des choses de la personne. Là, on est avec des écrans interposés. Parfois, on a des connexions qui sont brouillées ou avec certains écarts, qui fait que les accompagnements pourront être biaisés. C'est simplement vu en amont et envisagé. Donc ici, on se dit, cet accompagnement-là, il faut impérativement le faire en face à face. Voilà. Mais pour tout le reste, effectivement, c'est tout à fait possible. Voilà. Ça permet d'ailleurs d'avoir des accompagnements. Aujourd'hui, il m'arrive d'avoir des accompagnements à 7h le matin, voire à 20h le soir. Chose que je ne pourrais absolument pas faire en face à face, c'est pas possible. Est-ce que vous avez des applications favorites que vous utilisez à votre niveau sur votre téléphone, ou on parlait par exemple de Skype, de Zoom, ce genre de choses, mais je dirais que là c'est plutôt pour le travail. Mais est-ce que vous utilisez des choses à titre personnel pour vous organiser, ou je sais que vous avez une façon de vous organiser qui est assez particulière. Je sais que vous allez me tirer les oreilles. Non, allez-y, ça peut faire rire les personnes qui nous entendent. Je pense que ça va faire rire beaucoup les auditeurs, puisque moi je suis encore avec mon agenda papier, et le fait d'avoir un agenda papier, alors déjà par nature j'aime écrire, et le fait d'avoir un agenda papier pour moi permet de mémoriser les choses, permet d'anticiper, parce que je tourne les pages de cet agenda, et en même temps, j'ai un agenda qui est extrêmement chargé. En même temps, c'est un moyen pour moi de commencer déjà à réfléchir à mes futures animations, et puis à m'organiser sur les semaines suivantes, pardon. Et j'ai une particularité, je suis assez connue pour ça, avoir une organisation vraiment structurée et un peu au cordeau, qui me permet d'avoir une vie professionnelle assez dense. Voilà. Je vais avoir également, et ça va finir de vous faire sourire, la fameuse to-do list. Alors, comme nous sommes en face à face, je m'autorise à vous la montrer. Voilà, vous allez vous amuser. Ouais, donc vraiment, le dinosaure. Vous me parliez tout à l'heure d'ailleurs une anecdote un peu rocambolesque. Eh bien, effectivement, c'était dans les années... Oui, je l'ai. C'était dans les années où on s'est connus, il y a une dizaine d'années, et c'est d'ailleurs en partie ça qui m'a poussée dans mes études de coaching. Il y a un jour un jeune en formation qui m'a regardé comme ça, je sais pas de quoi je parlais, et il m'a regardé, mais il m'a dit: mais madame, mais vous êtes un vrai dinosaure. Et alors d'un air de dire: mais c'est pas possible. Mais oui, je me rappelle de ça.
Vous en rappelez ça? Voilà. Ouais. Et à la suite de ça, bon, je comprenais pas non plus les modes de fonctionnement des groupes à l'époque. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit bon, soit tu deviens un vrai dinosaure et tu disparais de la planète. Hein. Bon, là, Ouais. ça veut dire tu prends ta retraite, soit tu comprends un peu comment fonctionne le monde. C'est grâce à ça que je suis rentrée dans mes études de coaching et j'ai fait d'ailleurs mon mémoire de coaching sur les apports des outils du coaching en management intergénérationnel. L'idée ici étant non pas de faire des clivages sur les générations, les uns sont très bien, les autres pas du tout, mais c'est de se dire, bon, on a des façons différentes de voir le monde, comment est-ce qu'on va pouvoir réconcilier nos propres visions. Donc voilà, vous me parliez de la situation rocambolesque, donc oui, effectivement, je m'étais fait traiter de dinosaure. Alors Hmm. ce qui fait que, si je reprends votre question sur l'organisation, Je j'ai vous une en prie. organisation vraiment format papier, et toutes les choses sous Outlook, etc., c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout. Et je l'assume, hein, d'ailleurs. Il y a quelque temps, il y a une personne qui m'a dit, oh là, ça serait beaucoup plus facile. J'ai dit, écoutez, c'est simple, si vous travaillez avec moi, ça sera format papier, vous m'envoyez ça. Autrement, non, pas du tout. Voilà, c'est à prendre ou à laisser, entre guillemets. Chacun sa façon de fixer ses limites. Bah, moi, la mienne, elle est là. C'est vraiment une contrainte pour moi que je vais imposer, mais bon, ça ne me dérange absolument pas. Voilà, j'assume. Ah, il y a pas de problème. Moi, je sais que quand on rendait en général notre travail à Agnès à l'époque où du coup on faisait des travaux pardon qui étaient notés. À chaque fois, on avait un objectif, c'était de dépasser la note qui était de 17, parce que je crois qu'à l'époque, pour avoir un 17 ou un 16 avec Agnès en cours, il fallait se lever tôt. Mais tant mieux, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu amélioré nos capacités et notre compréhension du métier et du domaine professionnel. Mais ouais, il faut pas se contenter de tout le temps viser le haut du panier. Il faut essayer de faire encore plus. Enfin, Mmh. encore plus dans notre jusqu'au-delà de nos capacités, quoi. Mais essayer de se pousser continuellement dans nos retranchements. Enfin, c'est un peu moi le la morale que je tire un peu de cette notation ou de cette façon que vous aviez de fonctionner à l'époque, quand je prends du recul sur la situation et je me dis que bon bah oui, ça marche, ça marche. Donc Ouais. Alors c'est vrai que ce niveau de qualité est important pour moi. Bon, alors moi j'ai un profil aussi de perfectionniste. Hein. Bon, j'ai travaillé dessus avec l'âge. Euh, et souvent en formation, on va me dire ce que vous demandez est difficile, etc. Et je réponds toujours rendez-moi cette justice. J'ai absolument jamais dit à quiconque que ce que je demandais était facile. Par contre, je suis là pour vous accompagner. Et c'était d'ailleurs la dynamique que j'avais à l'époque et que j'ai conservée. C'est-à-dire que derrière, si ça ne convient pas pour différentes raisons, ça veut dire qu'il y a des critères établis auparavant. Et ensuite, c'est comment accompagner la personne à aller vers ces critères-là, à condition que les critères soient justifiés, parce que ça sert à rien de mettre des hauts niveaux de qualité en termes de standards si ça ne sert à rien, si ça ne fait pas grandir la personne, ça ne sert à rien. Voilà. Donc oui, effectivement, ça n'a pas bien changé depuis l'époque. Bah du coup, j'allais vous demander en prochaine question à quoi ressemble une journée à côté de vous pour un peu cerner ce que ça peut donner. Alors, je pense que pour quelqu'un qui me suivrait, ça doit être une journée fatigante, c'est-à-dire qu'il m'arrive d'avoir une journée dans laquelle certains mettraient une semaine. Alors, elle peut démarrer assez tôt, hein, puisque j'ai des journées qui peuvent démarrer à 4 heures ou 5 heures du matin. Si je suis pas en intervention, bah, je vais faire de l'administratif, donc de l'administratif et du commercial, répondre à des offres. J'ai également une certification qualité Calliope, qui suppose des engagements. Ça veut dire qu'il y a une chaîne documentaire qui va demander donc une approche formative importante. Donc je vais m'occuper de ces papiers-là. Ensuite, bah, je vais partir en intervention. Comme j'ai peu de temps pour faire de commercial, bah, parfois entre la pause, je vais rappeler mes clients au niveau du commercial. Entre la pause déjeuner, souvent je la fais dans ma voiture. Je suis habituée aux salades et j'ai la chance d'avoir un mari qui me prépare d'excellentes salades. Donc j'emmène ma petite salade dans un tupperware que je vais manger dans ma voiture ou parfois avec les gens. Et puis, je vais faire une deuxième intervention. Alors, entre-temps, je pourrais faire également de la méditation parce que j'ai besoin moi-même de faire une coupure entre mes interventions. Donc, je fais de la méditation. Donc, des méditations flash ou un peu plus longues en fonction de ce que
du temps qui est imparti, une deuxième intervention, et puis ensuite, je serai en rendez-vous client. Ça pourrait être du coaching, ça pourrait être des corrections de CV, des corrections de dossiers encore, et puis des accompagnements aussi de personnes qui me tiennent à cœur et pour lesquelles on va me solliciter parce que ce sont des gens, par exemple des gens comme vous qui auraient besoin soit d'un conseil, soit d'une approche, etc., et que je vais ou d'une vision des fois, ouais. Tout à fait. Et puis répondre aux SMS, etc. Puis après, il y a le côté aussi familial, où là, je vais interagir aussi avec ma famille. Hein. Ma famille me tient également à cœur. Et puis ensuite, je finirai ma journée par de la lecture. Ça, c'est presque impératif. Hein. Je suis une grande lectrice. J'ai beaucoup lu d'articles et de livres professionnels. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais pour moi, je continue à lire. C'est un moyen d'évasion. Et puis, je finirai forcément ma journée par une méditation. Voilà. Okay. Même si elle ne dure que 10 minutes, ma journée se conclut toujours comme ça. Ouais. Je me couche relativement tôt, entre 22-23 heures. Voilà. Mais la journée est quand même plutôt bien remplie. Du coup, vous avez répondu à la question où vous prenez votre inspiration, mais où vous prenez votre inspiration, c'est surtout dans les livres et dans la posture méta, façon yoga. Non, j'ai perdu le mot. Alors, méditation, j'ai fait beaucoup de yoga à une époque. Oui, voilà, merci. Voilà, je ne peux plus en faire maintenant parce que j'ai plus le temps et puis, évidemment, avec le contexte sanitaire, c'est extrêmement compliqué. Par contre, ces années de pratique me permettent d'en faire un tout petit peu et très, très modestement toute seule. Mais surtout, méditation, et c'est là où les applications et les chaînes YouTube seront intéressantes. Parce que effectivement, ça va me permettre d'aller chercher des méditations avec et notamment avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui fait des programmes de méditation qui sont vraiment qui me conviennent très bien. Voilà. Ok, Agnès, je pense que vous avez répondu à la plupart de mes questions. Après, les gens pourront le voir avec vous sur LinkedIn et tout ça, mais on va y venir. Avant ça, vient le temps de la fameuse question secrète. Ah. Alors, la question secrète, pour rappel, c'est une question, donc pour rappel à vous et aux personnes qui nous entendent, pour rappel, la question secrète, c'est une question qui peut être complètement décorrélée de votre activité ou être proche. L'idée, c'est de ne porter aucun jugement sur la réponse. Vous avez carte blanche. Ici, c'est simplement de voir votre réflexion par rapport à une situation donnée. Et voilà. Donc, quand vous êtes prêts, vous me le dites et en avant. En avant. Ok. Alors Agnès, vous avez le temps que vous voulez pour répondre. Hein. Vous êtes lâché sur une île déserte, d'accord ? Enfin, lâché sur une île déserte, je veux dire, il n'y a pas de civilisation comme des bâtiments, des buildings ou ce genre de choses. Hein. Et il y a 200 personnes qui vous accompagnent, d'accord ? Et vous avez 105 jours pour vous échapper de cette île. Quel est votre plan, étape par étape, ou comme vous voulez me l'exprimer, pour vous échapper de cette île, en utilisant tout ce que vous avez à votre disposition? Mais c'est une île déserte, alors il y a des choses ou il n'y a pas de choses? Oui, alors c'est une île comme si, voilà, c'est juste qu'elle est entourée par de l'eau, il y a des arbres, des petites montagnes, de la végétation, voilà. Alors je vais vous répondre, mais d'une façon. Alors déjà, moi je vais commencer par m'échapper de l'île, tout simplement en faisant de la méditation. Donc voilà, je vais rester sur l'île, mais je vais échapper mon mental. Donc ça peut être une première solution. Ok. Donc voilà. Un peu inattendu, je présume. Puis la deuxième chose, moi je suis une ancienne nageuse, continue beaucoup à nager. Je vais reprendre les entraînements et puis je vais former les gens qui savent nager. Je vais leur demander d'enseigner aux autres la natation et puis on va s'entraîner pour pouvoir potentiellement partir. Donc ça serait cette première chose. Et puis ensuite, je vais organiser équipe par équipe, c'est-à-dire je vais identifier les talents et les compétences des uns et des autres, pour pouvoir essayer de voir. Alors là-dedans, forcément, il y aura quelqu'un qui va s'intéresser aux étoiles, etc. Donc pour pouvoir savoir où est l'île. Ensuite, il y en a qui sauront construire des bateaux, etc. Il y en a qui sauront forcément cuisiner, alors toute proportion gardée, parce que ce que vous m'avez pas dit, c'est si on avait le feu ou pas. Enfin, en attendant, il y aura des gens qui sauront construire des choses
et les 200 personnes qui m'accompagneront, comme je travaille beaucoup dans les métiers industriels, forcément ils sauront travailler de leurs mains, et on se sortira tous ensemble de cette histoire, grandis, en ayant appris plein de choses et en ayant créé des relations, et pour finir, on écrira une très belle histoire, et cette histoire, elle sera publiée sur les réseaux sociaux, et elle fera le tour du monde. Voilà. Ok, franchement, vraiment sympa, vraiment sympa. Ok. Voilà. Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont me suivre dans cette aventure. Il y a juste une chose, faut aimer l'eau, hein. Voilà. Oui. Après, faut aimer l'eau un minimum. Voilà. Et alors, comme on aura aussi beaucoup travaillé sur plein de choses, et les requins qu'on va croiser nous mangeront pas parce que nous serons des gentils nageurs, et voilà. Donc comme ça, ils vont même pas nous croquer, ces gens-là. Voilà. Ok. Bon, moi j'ai tout noté. C'est pas mal du tout. Ok, tac. Et du coup, Agnès, pour vous suivre, comment ça se passe? On vous suit où? On peut vous contacter par mail ou non? Enfin, dites-vous. C'est votre moment à vous de promotion, les choses où on peut vous retrouver. Allez-y, je vous en prie. Hein. Alors, je suis présente uniquement sur le réseau social LinkedIn, sur lequel je vais publier certains articles, ou sur lequel le webmaster, les veilleurs du net vont faire le lien avec les articles sur mon site. Je vais interagir aussi beaucoup sur ce qui me tient à cœur, c'est l'emploi aujourd'hui, hein, vu les circonstances que nous sommes en train de travailler. Donc, je vais beaucoup router également les offres d'emploi. Je vais travailler également en mode réseau, hein, donc je peux travailler aussi avec des collègues sur mon secteur. Voilà, donc toute cette communauté qui gravite un peu autour de moi. Ensuite, vous avez mon site internet qui s'appelle ARM Formation, sur lequel on a déposé des programmes, sur lequel vous avez un formulaire de contact dans lequel les gens postent régulièrement leurs demandes. Les demandes d'aujourd'hui sont relatives à des accompagnements en management, donc pour former des managers aux entretiens professionnels. Puis un autre, c'est pour de la prise de parole pour un manager. Donc voilà, et puis par cet intermédiaire-là, forcément, vous allez arriver sur mon site internet et puis sur ma boîte mail, et je vous demande en disant si oui ou non je peux la traiter, et parfois un délai, parce que j'ai des demandes qui peuvent être urgentes, mais qui ne rentreraient pas dans le planning d'aujourd'hui. Vous répondez pas à la main, hein. On est d'accord, vous répondez avec l'ordinateur, à l'écrit et tout ça. Hein. Non, parce que avec le passage de tout à l'heure, c'est pour les personnes qui auraient encore des doutes. Donc oui, quand même. Non, rassurez-les, je réponds par internet, et je maîtrise quand même à peu près ma boîte mail. Voilà. Ok. Bon, écoutez, merci beaucoup. Donc, pour reprendre, LinkedIn, Agnès Rousson-Mourier. Il s'y passe tout un tas de choses intéressantes, même si j'ai du mal à suivre tout ce qui s'y passe. Je regarde de temps en temps un peu ce que fait Agnès, et je vous conseille d'aller voir son travail, parce qu'elle travaille aussi avec des associations, des organismes et des grands décideurs aussi. Donc, je pense que vous trouverez du contenu qui vous intéresse. C'était un plaisir de vous recevoir sur le podcast, Agnès. Merci Anthony, le plaisir était tout à fait partagé. Voilà, grand plaisir d'avoir échangé avec vous. Eh partagé. Je sais que la route est encore longue, donc espérons qu'on aille ensemble toujours dans cette direction. Merci à vous, avec beaucoup de plaisir Anthony. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.